Bonjour Valérie David, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe Eiffage, qui vient d'obtenir la notation A- dans le classement Climate Change 2020 du CDP. C'est une organisation internationale indépendante. Alors on dit A-, ok, c'est passé de B à A-. Qu'est-ce que ça récompense comme effort du groupe? Énormément de travail. C'est vrai? Oui, parce qu'on est une entreprise industrielle, parce qu'on a 70% de notre bilan carbone qui est représenté par les matériaux entrants, l'énergie, tout ce qu'on appelle nous les process entrants. Et donc pour une entreprise industrielle, je peux vous dire c'est plus dur que pour une banque ou pour même un géant du tertiaire. Ça veut dire qu'on a énormément travaillé déjà sur la mesure, parce que vous ne pouvez réduire que ce que vous connaissez, donc il faut déjà les mesurer, ces émissions de gaz à effet de serre. Et puis on a une gouvernance très active qui a pris des engagements par rapport à nos financeurs, par rapport à notre marché, pour réellement proposer des solutions. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de réduire, si vous voulez, uniquement nos émissions internes. On veut proposer une offre commerciale qui évite pour nos clients des émissions de gaz à effet de serre. Oui, il y a deux leviers. Il y a le levier direct et puis le levier indirect. C'est difficile, honnêtement, Thomas. Souvent, on se dit, il y a des économies qu'on peut faire assez rapidement. Voilà. C'est plus compliqué de convaincre les partenaires, les clients? Oui, parce que finalement, vos clients, ils ne sont pas forcément sachants du sujet, mais ils attendent de vous, et c'est normal que vous le soyez, et que vous puissiez leur proposer des bâtiments énergie positive, du recyclage intégral, lorsqu'il faut déconstruire un bâtiment, comment on fait pour le recycler intégralement, dépolluer et renaturer des terrains qui n'étaient pas constructibles pour les rendre de nouveau constructibles et finalement préserver les milieux naturels. Vous connaissez le zéro artificialisation nette, qui est maintenant la règle en France, et c'est tant mieux. Donc tous ces sujets-là, finalement, le BTP a des solutions et on engage la mutation de nos métiers vers une vraie transition écologique. Depuis quand? Parce que c'est vrai que là, dans cette émission notamment, et c'est super, on voit beaucoup d'entreprises qui s'engagent sur ce chemin. Ça fait longtemps qu'Eiffage... Oui, je vous remercie vraiment de me poser la question, parce qu'en ce moment, tout le monde se réveille en disant durable, 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 et on a vraiment l'impression que tout le monde s'y est mis avec la foi des nouveaux convertis. Nous, ça fait plus de 10 ans, et d'ailleurs, dès 2008, on avait été les premiers, et c'était passé totalement sous les radars, personne ne l'avait remarqué. On avait publié notre bilan carbone dans notre rapport annuel. Et déjà à l'époque, on se rendait compte qu'on avait certaines activités qui étaient plus exposées en cas de taxe carbone punitive. On aurait eu quelques activités en difficulté. Donc ça fait 12 ans qu'on sait exactement où il faut faire... peser le poids du corps, si vous voulez, pour, en cas de taxe carbone, et moi je pense qu'on aura une taxe carbone de toute façon en Europe tôt ou tard, et à mon avis avant 2030, on a des activités qu'il faut absolument décarboner, c'est-à-dire leur trouver d'autres sources d'énergie, leur permettre de fonctionner avec des matériaux entièrement recyclés ou recyclables, et de proposer encore une fois des solutions d'évitement de carbone pour nos clients. J'insiste vraiment, Thomas, parce que les émissions que vous produisez, il faut les réduire, mais toutes les parties prenantes attendent de nous, en tant qu'experts du BTP, qu'on soit capable de proposer des solutions. Quand vous proposez, par exemple, une route écologique recyclée, j'ai trouvé cette formulaison sur votre site, ça veut dire quoi? Ah oui, alors ça, c'est mon chouchou, merci de cette question. Oui, alors, ce sont les ingénieurs d'Eiffage Route, à qui je voue une véritable admiration religieuse, qui ont trouvé une solution brevetée. C'est la seule en France, c'est un liant biosourcé à base de résine de pin, qui se substitue totalement au bitume. C'est-à-dire que votre réseau secondaire, puisque pour l'instant on n'a pas le droit de le faire sur les autoroutes, mais pour l'instant sur le réseau, les routes nationales, le réseau secondaire, vous pouvez gratter avec une machine spéciale qu'on a là aussi, que nos directeurs matériels ont imaginé. Ils grattent la route, ils la concassent, ils régénèrent le vieux bitume sans en mettre une goutte de neuf, avec ce résidu issu de la résine de pin, et derrière, ils reposent la route. On a des expérimentations en Gironde, dans l'Hérault, en Île-de-France, dans le Jura, et ça fonctionne très bien. Et tenez-vous bien, c'est 10% moins cher qu'une route neuve. Eh bien oui, puisque vous n'avez... Pourquoi pas partout? Oui, pourquoi pas partout, parce que c'est une innovation et qu'il faut le temps qu'elle se développe. Oui, alors elle est brevetée depuis 2017. On a le label biosourcé depuis 2019. Encore une fois, c'est le seul lion routier qui l'a. Les élus sont en train de le découvrir. Et puis, j'en profite pour dire, à partir du moment où la commande publique devra intégrer, moi j'espère que ce sera le plus tôt possible, une note environnementale importante, je pense que ces solutions-là vont devenir standards. Parce que les élus seront obligés d'intégrer une mieux-disance environnementale, bien que, au cas présent, dans cet exemple, le prix soit moins élevé qu'une route neuve. Eiffage, c'est plus de 72 500 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 18 milliards 100 millions en 2019, dont 26% à l'international. Et puis une activité qui va des infrastructures, c'est le principal
principal secteur, 35,5, énergie système 24,7, la construction 23,5 et les concessions 16,3%. Il y a aussi ce laboratoire de prospective en développement urbain durable qui est intitulé Phosphore. J'imagine que la solution dont vous nous parlez ou d'autres solutions, elles viennent de là, ça cogite et ça invente. Oui, alors ce qui vient particulièrement du laboratoire Phosphore sont toutes les innovations pluridisciplinaires. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Alors celle-là, Rocital, ne venait pas du laboratoire, mais Luciole, Luciole, c'est un système d'éclairage public qui associe les savoir-faire des ingénieurs avec un éclairage à la demande en fonction du passage et de la vitesse. Et puis, les savoir-faire des ingénieurs de la route qui ont imaginé un revêtement qu'on appelle optométrique, c'est-à-dire un revêtement qui va réverbérer davantage les lumens au sol pour qu'on ait une facture d'éclairage public qui soit divisée par 2. On l'a mise en place dans plusieurs villes. C'est aussi une innovation assez récente, notamment à Revin, dans les Ardennes. Et là, la facture énergétique, tenez-vous bien, a baissé de 70% pour l'éclairage public, sans compter la lutte contre la pollution nocturne. On est en bord de Meuse. Il y a beaucoup d'espèces, notamment des chiroptères, donc des chauves-souris, qui sont protégées et qui n'aiment pas du tout la lumière la nuit. Et donc, pour la biodiversité en ville, c'est aussi un élément, ce système Luciole, qui est particulièrement performant. Et cette notion de biodiversité, quand on construit les autoroutes, c'est un enjeu majeur parce qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle route ou qu'on invente une autoroute, il faut tenir compte de ça. Oui. Il faut aussi souvent payer des compensations carbone. Comment vous gérez cette pression-là ? Alors, pour répondre sur les autoroutes, on ne construit plus des autoroutes en 2020 comme on les construisait dans les années 70 et heureusement. L'autoroute ne doit pas être une fragmentation grave de l'habitat. Ce qu'elle était, il faut être honnête. Donc l'objectif, c'est de restaurer ce qu'on appelle la transparence écologique, c'est-à-dire le passage des espèces de part et d'autre. Donc dès la conception, vous imaginez les passages. De le faire dès la conception. Et moi j'ai un rêve, je vous le dis franchement, c'est qu'on ne met pas en équation le vivant et le vivant est capable aussi de changer ses habitudes. Et donc, pourquoi pas imaginer des passages à faune qui soient amovibles et qui puissent suivre les habitudes, notamment, mais c'est tout à fait possible, on a aujourd'hui des ponts qui sont issus du génie militaire, les ponts Bellet de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des ponts en acier, sans soudure. Vous les mettez en 72 heures, une culée de béton de part et d'autre, 45 mètres de portée, et puis vous suivez comme ça, vous proposez... Donc ça supposerait quoi d'avoir des capteurs pour savoir où passent les espèces, où changent les routes, quoi. Oui. Comment changent les routes ? Aujourd'hui, on est tout à fait capable de le faire. On a des écologues extrêmement compétents qui sont capables de vous dire quelles sont les habitudes de passage des espèces animales, où elles vont chercher leur nourriture, où elles vont se reposer, où elles vont se reproduire. Et c'est important, ce brassage génétique, si vous voulez, est extrêmement important pour la survie des espèces. Et donc, il faut que notre réseau, notamment autoroutier, soit le plus transparent possible. Dans la transparence, j'entends qu'il puisse être traversé. Oui. Sans risque. Oui. Transparence, justement. Vous êtes venu avec ces rapports-là. Je n'ai pas eu le temps de les lire. Hein. Vous me les avez apportés juste avant d'arriver. Rapport climat 2020, engagement pour l'avenir. Et puis, plan d'action biodiversité. Pourquoi vous teniez à me les transmettre ? Parce que, justement, il y a cette idée de transparence derrière ça ? Je pense que les engagements qui ne sont pas directement accessibles sur le net ou ne sont pas publiés et accessibles au grand public, à la société civile, aux associations, ne sont pas des engagements. Donc, à partir du moment où vous vous exposez par rapport au public et que vous dites voilà ce que je veux faire pour la biodiversité, j'ai 28 actions avec un calendrier et un budget associé, voilà ce que je veux faire pour réduire l'empreinte carbone d'ici 2030 avec un budget associé, vous commencez à être crédible. Et du coup, vous acceptez la critique, vous acceptez aussi d'être challengé, c'est le but. Et si ça peut faire progresser l'ensemble de la profession, moi j'en suis ravie. Sur la biodiversité, je pense qu'on a un enjeu très important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de carbone et pour cause, on est face au plus grand défi que l'économie est à relever depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ceux qui pensent qu'on va revenir aux 30 glorieuses et que l'idéal c'est les 30 glorieuses se trompent, hein, ça il faut le savoir. Donc il va falloir aller vers la sobriété, il va falloir aller vers l'économie circulaire, il va falloir aller vers la protection des écosystèmes vivants dont nous dépendons directement. Et toute cette porosité entre les sujets environnementaux, l'entreprise doit faire sa part. L'entreprise doit faire sa part. Vous aurez noté que la loi Pacte avec l'entreprise, la raison d'être, les entreprises à mission,
a introduit la notion d'une entreprise qui travaille pour l'intérêt général. Et c'est ce qui peut permettre aussi de refonder un projet économique avec des entreprises plus responsables, des entreprises qui acceptent de dire ce qu'elles font et comment elles le font, et qui seront plus attractives pour les jeunes générations. Quand on parle d'économie circulaire, il reste moins d'une minute, mais je voudrais qu'on en dise un mot. Il y a ce projet à Lyon, les Jardins du Loup, qui est assez symbolique de l'économie circulaire. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est déjà d'avoir un diagnostic ressources sur les bâtiments à déconstruire et de pouvoir tout recycler. Et imaginez-vous, Thomas, que c'est relativement récent. C'est dramatique à dire, mais moi, j'ai déjà vu des chantiers où vous aviez des pianos à la benne. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans le chantier et rien n'avait été déchargé, recyclé, revendu, donné à des associations. Donc l'objectif, c'est déjà ce diagnostic ressources, voir tout ce qu'on peut donner, ensuite tout ce qu'on peut recycler. Et imaginez-vous aujourd'hui qu'on est capable de recycler 100% des bétons, où il n'y a pas d'amiante, 100% des bétons d'un bâtiment que vous allez déconstruire. C'est très important. Pourquoi ? Parce que nous sommes en limite de capacité d'extraction de sable, en limite de capacité d'extraction de granulats. Et si on est capable de recycler l'ensemble des bétons qui ont été mis en œuvre dans nos villes, et Dieu sait s'il y en a, eh bien, vous allez alléger les pressions sur les ressources naturelles. Et bien voilà, après les 30 glorieuses, on s'engage, on l'espère, dans les 30 durables ou les 30 responsables. Merci beaucoup. Merci Valérie David, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat RSE sur l'impact du télétravail.